Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission scintillante. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Pascale Lafargue, médium parapsychologue, chercheuse et auteure. Son livre Marie-Madeleine, Au-delà du mythe est paru aux éditions Symbiose. Bonjour Pascale, merci d'avoir accepté mon invitation féerique. Merci Valérie, avec un immense plaisir. Alors, votre ouvrage est né de plusieurs voyages, je dirais, tant terrestres que dans le monde subtil. Racontez-nous son histoire. Effectivement, en tant que médium parapsychologue, je mène des enquêtes et des recherches depuis des années, tant dans le domaine de recherche historique en travaillant sur des pans d'histoire, ou travailler sur la véracité de faits historiques concernant certains personnages, ou la réincarnation, puisque c'est un aussi de mes sujets phares où j'enquête aussi sur le terrain après avoir révélé. En fait, j'ai besoin d'expérimenter dans ce domaine, que ce soit concernant le contact avec les défunts, l'entre-deux-vie. D'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage là-dessus. Il y aura un tome 2 un peu plus tard sur l'entre-deux-vie. En fait, en tant que parapsychologue, j'étudie et je mets à disposition mes capacités dans tous les domaines régis par le code de la parapsychologie. Donc en fait, pour ce qui concerne, donc il faut savoir juste, que j'ai étudié pendant 9 ans la parapsychologie. J'ai été testée par des scientifiques sur mes facultés psy et au bout de 10 ans, j'ai franchi le cap, celui de l'enseignement. Parce que j'estime que lorsque l'on transmet quelque chose, enfin une discipline, en amont, il faut quand même avoir étudié et savoir de quoi on parle. Ça me paraît un minimum et je dirais que, j'ai enfin ma signature justement, c'est que je suis une parapsychologue de terrain. C'est-à-dire que je révèle, j'enquête et je vais sur le terrain. Et alors là, ça serait des heures d'émission parce qu'il y en aurait tellement à dire. Mais ce qui est important pour moi et ma signature est là, j'ai besoin de contrôler ce que je dis, ce que j'ai vu. Alors soit dans mes concentrations, ou dans ces concentrations, je voyage dans le temps. Alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile à expliquer ça dans un temps aussi court, mais en fait j'ai constaté, notamment quand j'étais étudiante, que je pouvais, et je ne savais pas comment je faisais, alors pour moi c'était un mystère absolu, mais je constatais que je sortais de mon corps et je pouvais voyager. Par la suite, aussi bien dans le passé, dans le présent, que dans le futur, parce que j'ai fait aussi des gros travaux sur le futur. Et en fait, cette façon de s'extraire de son corps physique et de pouvoir se trouver, par exemple, au XVIIe siècle, dans un lieu où je vous vois comme je peux vous voir, c'est-à-dire je vois les personnes. En fait, je suis. Imaginez un film. Quand vous êtes au cinéma, vous êtes devant un écran qui va parler, par exemple, du roi Louis XIV au XVIIe siècle. Eh bien, moi, je suis dans le film. C'est-à-dire que j'ai les sons, j'ai les odeurs, j'ai tout ce qui est olfactif. Je ressens les émotions des gens, mais surtout, je peux aussi traduire ce qu'ils disent, répercuter ce qu'ils disent. Donc, je peux traduire des conversations allant jusqu'à 3 personnes. Après, c'est compliqué pour moi. Et là, et c'est grâce à ces voyages que je vais faire en état de dédoublement, de sortie de corps, parce que j'ai pas d'autre explication, où je vais déjà produire énormément d'informations, parce que là, je vais faire ma curieuse, je vais voir tout ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce pan de mur, c'est quoi qu'il y a écrit sur la couverture de ce livre, et qu'est-ce que disent ces personnes-là, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. En fait, je suis extrêmement curieuse. Et donc, j'exprime, c'est-à-dire que même en sortie de corps, je peux exprimer, enfin, il n'y a que ma bouche qui parle et qui explique tout ce que je vois. Ça peut paraître incroyable, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est grâce à ça et à toutes les informations que je produis, que j'ai pu mener des enquêtes qui se sont concrétisées, non seulement, je dirais, dans mes recherches administratives, parce qu'il y a toute la partie administrative, c'est-à-dire les archives, qu'elles soient universitaires, diocésaines, peu importe lesquelles, et ensuite mes enquêtes de terrain. Et là, bah, ça prend une dimension qui dépasse mon propre entendement, parce que évidemment, c'est difficile de tout expliquer comme ça, mais c'est énorme en fait. Je n'ai plus de mots. Franchement, je n'ai plus de mots au regard de tout ce que j'ai fait pendant ces années. Donc en fait, ce sont des voyages, comme pour reprendre ce que vous dites, soit dans le temps ou soit physiquement sur le terrain. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Pour ce qui concerne Marie-Madeleine, tout commence par un livre que je vais lire il y a
J'étais très jeune, c'était un livre de Guy Breton et Louis Pauwels, et je feuillette ce livre, et à un moment donné, je tombe sur la photo d'un homme qu'avec ma main je caresse, puisqu'en fait, en tant que médium parapsychologue, mon seul outil de travail, c'est mes mains. C'est-à-dire que je suis psychomètre. Je travaille par le principe de la psychométrie. C'est le fait, en fait, de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Ce qui explique que lorsque je suis sur un château, par exemple, un site qui est un château, une abbaye ou une vieille maison, enfin peu importe, j'ai juste besoin de poser ma main sur le pan de mur et de demander évidemment de me projeter dans l'époque que je souhaite travailler, parce qu'un château, s'il a 9 siècles, ah ben Oui, là, si vous n'êtes pas précis dans les questions que vous posez, vous pouvez aller n'importe où. Donc après, il faut aussi formuler la demande précise et ce que vous voulez exploiter. Donc en fait, c'est comme ça que je procède. Si c'est une personne, j'ai juste besoin de lui tenir la main. Et en fait, mes mains pour toucher et mes yeux pour toucher aussi du regard. Parce que quand je regarde quelqu'un dans les yeux, trop longtemps, ben, des fois, je peux être attrapée par une émotion à laquelle je ne peux sursoir, où il peut se produire des choses. Donc, et ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé. C'est très gênant parce que c'est des choses que j'aime pas faire. Il y a des fois, malheureusement, je n'ai aucun contrôle et ça vient tout seul. Bien. Donc, je reviens à la photo et à ce livre, et il est question d'une histoire qui est celle de la Bessonnière à Rennes-le-Château. Je vous parle de ça il y a 30 ans. Hein. mmh, Et je suis interpellée. Et donc, mais ce qui va surtout m'interpeller et tout déclencher, c'est qu'en fait, en posant ma main sur la photo, principe de la psychométrie, j'entends parler latin. Donc, je reproduis en latin phonétiquement ce que j'entends, et une fois traduit, ça me donne quand même des informations très interpellantes que je n'ai pas le temps de développer. Et donc, à partir de là, je dis, mais ça vaudrait peut-être le coup de partir là-bas et de comprendre ce qui se passe. Alors, juste, je fais une petite digression pour que vous compreniez. Dans mes concentrations, ça m'est arrivé d'exprimer phonétiquement des langues étrangères que je ne connais pas, à peu près une quinzaine de langues, mais que je ne connais pas du tout. Donc, je reproduis phonétiquement ce que j'entends. Ça va de l'hébreu au finlandais, au serbe, au suédois, enfin ce que vous voulez. Et une fois traduit, bah, ça a du sens. Alors, ce phénomène s'appelle le phénomène de xénoglossie. Alors là, on ne peut. En fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi je répétais phonétiquement des mots que je ne connaissais pas. En fait, ce phénomène de xénoglossie, en fait, a priori, s'installe dans la bouche quand on parle des médiums qui ont accès parce que il faut considérer que tout est question de plan vibratoire, de fréquence et de vibration. Donc, à un moment donné, j'atteins un niveau de fréquence qui fait que j'entends certaines choses ou que je vois certaines choses. Parce que tout est fréquence, hein. oui. Fréquence et vibration. Et donc, en fait, je vais découvrir ce phénomène de la xénoglossie, et je pars donc, pour qui explique d'autres de mes révélations, enfin, le fruit de ce qui va ressortir de mes concentrations, et je pars à Rennes-le-Château. Et donc, je commence à enquêter sur ce fameux abbé Saunière, donc, et par le principe de la psychométrie et par le fait de me poser aussi dans des lieux. Et puis, je vais découvrir une toute autre histoire. Et puis, plus j'y vais, parce que j'y vais régulièrement tous les 2 ans, et maintenant, je travaille avec une femme guide historique sur place qui, elle, va beaucoup dans les archives historiques, donc elle est capable de confirmer des choses que moi, je ne sais pas. Et donc, on travaille un peu en binôme. Je révèle, elle confirme. Et donc, on se connaît maintenant depuis des années. Et en fait, je vais commencer à découvrir une histoire en lien à Marie-Madeleine. Et du coup, eh bien, je vais faire mes petits voyages dans le temps. Et de voyage en voyage, eh bien, je vais découvrir des choses assez étonnantes. Et donc, du coup, je vais aussi, moi, de chez moi, remonter le temps, puisque je suis capable de le faire. Je vais remonter le temps et je vais me retrouver au 1er siècle à comprendre qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu, et remonter toute une histoire de lieux potentiels où on dit qu'elle est allée, où elle serait restée dans certains lieux 20 ans. Et moi, comme je suis, comme je vous le disais en préambule, une femme de terrain, eh bien, je vais me rendre dans certains lieux. Et je vais me rendre compte que, eh bien, ce que je vais produire va rentrer en opposition à la version officielle. C'est ce que j'allais vous dire, on découvre une femme, qui n'est pas du tout celle qu'on nous a présentée, d'un point de vue religieux. Elle est issue d'autres milieux, c'est une femme extrêmement, cultivée,
Ça n'a rien à voir avec celle qu'on nous a décrite et dépeinte depuis des générations et des générations. Alors tout à fait, Valérie. Ça veut dire qu'on nous l'a décrit comme une ville pécheresse, hein, Mm. voire une prostituée, Mm. clairement. Que je vais découvrir, moi, c'est qu'en fait, c'est pas ça du tout que je vois. C'est une femme de descendance royale, c'est une femme qui a été initiée, c'est une femme qui a une grande spiritualité, qui a une grande noblesse et surtout une grande connaissance des choses, et qu'elle joue un rôle prépondérant auprès de Jésus. Mm. Et là, évidemment, ça me bouleverse quand je découvre tout ça. Ça me bouleverse à travers mes travaux. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, la chrétienté s'est efforcée de minimiser cette aura exceptionnelle de Marie-Madeleine en nous la présentant comme une ville pécheresse. Et on n'en parle même pas comme une disciple de Jésus éventuelle, hein, on en parle vraiment comme une ville pécheresse. Mais surtout, mes travaux vont m'emmener à découvrir des choses très intéressantes. C'est qu'il y a un évangile, celui de Philippe, un texte apocryphe, où elle est bien décrite comme la compagne de Jésus. Et en fait, ça va même très loin parce qu'il y a des documents apocryphes qui ont été extraits d'une grande bibliothèque qui se situe à Nagamadi à l'époque. Et au XXe siècle, dans les années 40, on va découvrir des textes qu'on attribuerait à Jésus, donc des textes apocryphes qui ont été étudiés, écrits en araméen. Philippe en parle dans son évangile. Et d'ailleurs, il dit même le maître l'embrassait sur la bouche. Et Jésus l'appelait Mykononos, qui veut dire en araméen mon épouse. Donc en fait, on va se rendre compte, et c'est ça qui va m'intéresser, qu'il y a suffisamment de faisceaux dans mon enquête qui conduit à rendre crédible ce que je vois, les voyages que je fais et ce que j'en ramène. Donc en fait, moi, ma question est, si vraiment c'est le cas, parce que mon but en tant que parapsychologue, c'est d'expertiser ce que je dis, mais aussi de faire des enquêtes et de croiser l'information. Et là, il y a un faisceau qui me dit, mais pourquoi on a voulu, éventuellement, si elle est vraiment ça, et ce qui, d'après les textes, on a voulu effacer le mythe de cette femme. Et en fait, je vais me rendre compte, et ça, je vais le découvrir il y a quoi? Il y a 10 jours, hein, alors que le livre est sorti au mois de juin, il y a une quinzaine de jours, qu'il y a un concile, celui de Nicée, en 352, qui va faire en sorte, et d'ailleurs, c'est un concile qui va voter même pour le fait de ne pas croire aussi à la réincarnation, d'abattre l'idée de dissoudre l'idée de la réincarnation, mais aussi d'effacer des textes, la présence de Marie-Madeleine. Alors, par ailleurs aussi, je vais me rendre compte qu'il y a plein de femmes qui ont été invisibilisées dans l'histoire. Cette invisibilisation de ces femmes porte un nom, c'est-à-dire, ça s'appelle l'effet Matilda. L'effet Matilda, il est en référence à une auteure américaine qui s'appelle Matilda Joslyn Gage, qui dénonce l'effacement des femmes au profit des hommes qui ont voulu avoir le pouvoir et leur voler la vedette. Donc, et d'ailleurs, pour avoir travaillé sur d'autres pans historiques et d'autres femmes, je peux vous dire qu'il y a des femmes qu'on a vraiment cherché à invisibiliser, mais surtout qui ont très mal fini, en fait, qu'on a vraiment souillé, lapidé pour certaines d'entre elles, parce qu'elles avaient des talents, soit dans le domaine religieux, spirituel, ou même des sciences également, ou de la philosophie, ou des arts. Et ces femmes, ben, on les a complètement invisibilisées. Tout ça est tellement cohérent, parce que n'oublions pas qu'au XXe siècle, les femmes ont le droit de vote qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand même. Hein. C'est ça. Donc, on est, comment dirais-je, dans un processus où la femme, et moi je le vois même en tant que parapsychologue, ben je dois produire beaucoup plus qu'un homme pourrait le produire, puisque c'est un domaine essentiellement réservé à l'homme. Parce qu'on ne peut pas avoir ce titre si on n'a pas étudié et si on ne fait pas des recherches très cadrées et des contrôles. J'ai été reçue d'ailleurs dans des cercles scientifiques hein, où ces personnes étaient admiratives de la façon dont je procédais, dont je n'ai pas le temps d'expliquer là comme ça. Mais au fur et à mesure, je vais découvrir quoi de Marie-Madeleine et donc je vais associer par la suite Marie-Madeleine à mes nombreux voyages de terrain et je vais suivre des itinéraires où là je vais me demander quand elle est partie de Terre Sainte, par où elle est passée, ce qu'elle a fait. Alors, dans les voyages que je vais effectuer, je vais me rendre compte qu'il y a des lieux où je la vois, où elle s'est arrêtée, où le bateau a accosté, où ils se sont arrêtés. Parfois, je la vois épuisée, malade, fatiguée. Je vois qu'ils vont ramener énormément de choses de Terre Sainte. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes.
et ils vont ramener beaucoup, beaucoup de choses de Terre Sainte. Et pour arriver jusqu'en Gaule, sur les côtes méditerranéennes, et là, c'est là où je diverge un peu avec l'histoire, parce que je ne vais pas tout dévoiler, parce que c'est dans le Non. livre aussi, on ne va pas tout dévoiler. Et en fait, je vais rentrer en opposition à la version officielle. Alors oui, elle est passée dans certains lieux, mais pour moi, non, elle n'y est pas restée 20 ans. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est quel est le rôle profond de cette femme. En fait, Marie-Madeleine va avoir un rôle prépondérant à cette époque, puisque elle est, comment dirais-je, détentrice d'un enseignement, et son rôle aussi à l'époque, c'est d'évangéliser. Donc on est au début de la chrétienté où cette femme va enseigner, va initier, mais aussi va évangéliser. Et pour évangéliser, eh bien, il ne faut pas rester dans une grotte 20 ans. Il faut aller à la rencontre des gens. Ils vont aller de lieu en lieu. Et en fait, tout ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre aussi que ces femmes vont, et c'est ce que je vais m'intéresser de plus en plus à son enseignement, mais surtout au message qu'elle donne. Et si on a le temps, il y en a 2 que j'aimerais vous lire, Oui, bah, parce avec que ces plaisir. messages sont forts, sont puissants, et elle va m'expliquer qu'en fait, ce qui est important, ça va être de coder. De coder quoi? De coder des lieux, soit en gravant dans la pierre, soit sur le vêtement, soit par la parole, c'est-à-dire de transmettre des choses qui sont codées aussi également, et qu'en fait, elle explique que seul l'être éveillé, avec le temps, comprendra, mais surtout ces femmes se retrouveront de vie en vie. Donc elle ouvre cette porte sur la réincarnation, et elle dit que ces femmes se retrouveront de vie en vie pour être successivement prêtresses, druidesses, chevalières, guerrières, etc., etc. Et qu'elles reformeront à chaque fois le cercle pour retrouver cette énergie de sororité, de cohérence et de femmes qui vont continuer ce combat sacré, cet engagement, cet investissement, afin que le cercle se reforme positivement pour que l'enseignement soit protégé et perdure dans le temps. Donc là, on est face à quelque chose de très différent de ce que l'on peut apprendre, savoir et connaître. Mmh. Et c'est ça qui va piquer ma curiosité, mais me transporter dans des univers absolument incroyables, dans des voyages où je vais vivre, même au-delà des révélations, des choses des événements à titre personnel qui dépassent tout entendement, qui dépassent tout entendement. Et pour écrire un ouvrage comme celui-ci, entre vos voyages, vos retranscriptions, vos vérifications, ça a pris combien de temps? Alors, j'ai eu cette grande chance que autour de moi, j'ai des amours de personnes qui m'ont aidé à retranscrire mes bandes son. C'est-à-dire qu'ils ont repris mes enregistrements et ils m'aident bénévolement parce qu'ils m'ont dit, et ça m'a touchée à un point que vous n'imaginez même pas, Pascal, vu la masse d'informations que vous délivrez, vous n'aurez jamais le temps d'avancer comme vous le voulez. Et ces personnes ont raison. Donc, ces personnes m'ont aidé à retranscrire mes bandes. Et j'avoue que ça considérablement, ça m'a permis vraiment, pour mon livre, de sélectionner les passages que je voulais mettre de mes enquêtes. Parce que il faut savoir une chose, Valérie, c'est que tout ce que je dis, tout ce que je fais est calé sur des bandes son. On ne peut pas me targuer de me dire, oui, non, 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 tout est sur des bandes son. Le jour, le mois, l'année, l'heure où je suis, tout est figé sur des bandes son. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Je sais que ce que je dis est la vérité. Il n'y a aucun souci. Donc, en fait, ils m'ont aidé. Et ça, effectivement, entre le moment où ils ont commencé à retranscrire, ça a mis à peu près, ça a mis, on va dire, 9 mois. 9 Mmh. mois et 3 mois pour la retravail du texte. Voilà. Et les voyages? Off. Alors les voyages, c'est des voyages comment dirais-je, Je parle des voyages terrestres, hein, là. allez, oui, 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 j'avais bien compris que c'était les voyages terrestres. Ça s'étale sur plusieurs années, en fait, Ouais, hein. c'est ça. Là, ce que Mmh. j'écris dans mon livre, c'est des voyages qui remontent à quelques années, et pour certains, 2017, 2018, 2019, 2021, oui, ça s'étale. Et là, d'ailleurs, je pars à la fin du mois dans un lieu de France, je ne dis pas où, mais pour aller Mmh. enquêter.
parce que je peux déjà d'ores et déjà vous dire qu'il y aura un tome 2. Ah super. Voilà, ça a été fait, signé au mois d'août, donc c'est tout récent, donc il y aura un tome 2. Et cette enquête là où je vais, c'est pour le tome 2. Et je dois me rendre aussi en Grande-Bretagne. Enfin bon, il va y avoir des choses que je mettrai dans le tome 2, bien sûr, mais j'ai besoin de compléments d'enquête. C'est pour ça que je vais sur certains lieux. Voilà. Et vous partez, rarement seul? Ben justement, ma grande force, c'est que je ne pars jamais seule. Je pars toujours avec des personnes. Alors, je pars avec des anciens élèves qui s'inscrivent et viennent avec moi au voyage d'études, m'accompagnent. Il y en a qui filment, qui enregistrent. Alors, vraiment, il y en a, puis il y a vraiment des anciens, donc ils savent comment je fonctionne. Ils sont chargés d'enregistrer tout ce que je vais dire, de prendre des photos selon leur instinct, de filmer aussi également. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours des témoins oculaires, Mmh. auditifs aussi, qui vont témoigner de ce qui s'est passé. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Et avant que vous nous, lisiez les messages de Marie-Madeleine, comment s'est faite votre toute première connexion? Comment vous avez, su finalement que vous étiez médium? Bah, c'est quand j'ai commencé à étudier. C'est pas enfant, finalement? Alors si, très jeune, 10, 12 ans, 13 ans, ouais, mais c'est d'une banalité ce que je vais vous dire. En fait, j'étais télépathe, je ne le savais pas, parce que j'adorais ça. En fait, j'avais un petit jeu quand on se retrouvait tous les étés en Bretagne. J'essayais de savoir ce que les adultes allaient dire avant qu'ils le disent, et ça marchait bien. Et je me rappelle de cette première scène qui m'avait marquée. On était dans le jardin en Bretagne, dans la maison, et je dis comme ça: «Vous allez voir, il y a des enfants qui vont passer devant la maison avec des filets à papillons». Boum! Un quart d'heure après, des enfants passent devant la maison avec des filets à papillons. Mais des choses en plus qui sont super précis. Et je me disais: «Mais en fait, j'ai jamais accordé de l'importance parce que ça m'amusait». Mmh. J'ai jamais pris ça sous le biais de dire: «Oh là là, il se passe des trucs». Non, non, c'est définitivement pas mon truc. Moi, je suis plutôt un esprit rationnel. Ça peut paraître incroyable, mais j'ai un esprit plutôt rationnel, mais ça m'amusait. Et des fois de dire spontanément: «Non, non, on prend pas cette route parce que là, il va y avoir ça», et boum, il y avait vraiment ça. Donc en fait, ça m'a jamais, fait peur ou intriguée, ça m'amusait plutôt. Mais quand, j'ai passé le cap, des 18, 19, 20 ans, j'ai commencé à lire des ouvrages et à m'intéresser. Et là, effectivement, dans un des ouvrages sur lesquels que je vais me procurer, il s'agit d'un parapsychologue français de formation scientifique, et qui explique qu'en fait, il a cette phrase qui pour moi va tout déclencher, c'est: «Ce que je fais, d'autres peuvent le faire, et ce que je vois, d'autres peuvent le voir». Et pour moi, il démystifie la notion de pouvoir que beaucoup prétendent détenir. Moi, j'ai aucun pouvoir, hein. Je dis toujours: «J'ai des capacités», mais j'ai pas de pouvoir. Et là, je me retrouve, je lui écris, et comme c'est un scientifique, il avait une démarche carrée, c'est-à-dire pas de place à la fabulation. On expérimente, on sait si c'est juste ou pas. Je m'inscris à ses cours, il m'accepte, et alors là, je me révèle. Mmh. Je suis très jeune, je me révèle, je psychomètre, je psychomètre, je psychomètre. Et là, je sors des cours en me disant: j'ai dû avoir un coup de chance. C'est le hasard, sauf que bah, le coup de chance, il dure quand même quelques années. Et donc, à un moment donné, ce qu'il a fallu, c'est que j'accepte, parce que moi, j'avais un métier, hein. J'avais un métier, je travaillais à Air France, voilà, donc en fait, il a fallu que j'accepte qu'effectivement, ça a pris du temps, que j'avais des capacités. Mon professeur donc, a tout de suite vu qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment des compétences, et donc il m'a un peu pris sous son aile, il m'a un peu protégée. J'ai mené des enquêtes de terrain avec lui, on a beaucoup échangé, on est allé sur des lieux, et puis le temps passant, bah, j'ai compris que voilà, il se passait vraiment quelque chose. J'ai commencé à expérimenter chez moi en demandant à des collègues à l'époque s'ils acceptaient de me donner leurs mains pour que je m'expérimente, ce qu'ils faisaient bien volontiers, connaissant mon engagement, ma sincérité, ma droiture. Et alors là, bah, ça a été là la première fois que, grâce à une collègue, où je dis: «Écoute, j'aimerais remonter dans une de tes vies antérieures», parce que je travaillais en cours. J'ai vu qu'il s'était passé des choses, pour voir si le phénomène, en dehors des cours, se passe, bah, chez moi, si c'est juste l'effet d'être chez Raymond, ou si chez moi ça se passe. Donc elle me donne sa main, et alors là, oh là 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 là, ça part des noms, des prénoms, des lieux, des faits historiques incroyables. Donc là, ben, on mène une enquête. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas internet. Donc les enquêtes, ben, faut aller les chercher dans les bouquins, faut aller sur place, faut quand même le préciser parce que c'est important.
et je n'imagine pas une seule seconde que ce qui se passe chez moi ce jour-là. Donc j'en parle à Raymond Réan, mon professeur, celui qui a été mon professeur, et Raymond me dit, écoute Pascal, je fais une conférence à l'Institut océanographique à Paris, là où Cousteau fait ses conférences. Donc, je me retrouve à l'emplacement où Cousteau et je viens de parler de cette enquête. Et là, l'amphithéâtre m'applaudit, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tellement en stress que la température m'envahit, je suis montée à 39 de température, mais c'est par le stress et je comprends qu'il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas. Et surtout que TF1 à l'époque va en faire un court-métrage qui va passer sur 1 heure de grande écoute. Je crois que c'est 45% d'audience, c'est énorme à l'époque. Et ce court-métrage obtiendra un prix. Incroyable. Voilà. Et voilà, mon histoire commence comme ça. Est-ce que vous faites des consultations individuelles? Justement, Alors, si non. quelqu'un veut avoir des précisions sur une de ses vies passées, éventuellement. Alors, j'en suis sincèrement désolée, mais je ne m'ouvre pas au public. Je ne m'ouvre pas au public. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la recherche et l'enquête de terrain. Et il faut savoir que ma façon de travailler, c'est très fatigant quand je me concentre. Et je ne peux pas faire ça tous les jours. Donc, je sais que c'est difficile, mais je ne m'ouvre pas au public. Les seules personnes avec qui je travaille, ce sont que des anciens élèves qui me prêtent leurs mains pour les expérimentations. Mais sinon, je ne le fais pas. J'en suis vraiment désolée, je préfère le dire, c'est difficile à entendre, je comprends, mais il faut savoir que ça me fatigue et que, imaginez, j'ai 3 heures de concentration où je pars dans une autre époque, je suis rincée après. J'ai vraiment fait un voyage. En fait, c'est comme un sportif qui vient de courir le marathon. Vous ne pouvez pas lui demander le lendemain d'en courir un autre. C'est impossible. Eh bien, je compare le sport de haut niveau à la parapsychologie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, dans mon cas à moi, plusieurs fois par jour. Enfin, je parle de moi, hein, vraiment. Hein, ma façon de faire, elle est très atypique. Ça n'est pas possible. Donc, je préfère le dire. En revanche, puisque vous me lancez sur le sujet, il faut savoir que depuis là, en novembre, je démarre une nouvelle formule dans le cadre de ma société, pas dans le cadre de mon association, parce que dans l'association, je donne des cours bénévolement. Et l'association m'aide justement, moi je suis bénévole à donner des cours, et l'association m'aide à financer mes recherches, mes travaux, mes enquêtes de terrain. Ça, c'est le deal en fait. Hein. Et par contre, dans ma société, j'ai mis en place des week-ends immersifs à Chartres que je démarre au mois de novembre. Bon, là, il est complet, mais on vient d'ouvrir celui de février. Et le thème, justement, c'est la réincarnation. Donc, c'est tout un… D'ailleurs, les gens peuvent aller sur mon site. Hein, Je mettrai le lien. Voilà. Et ils vont taper week-end immersif Chartres séminaire. Donc, on propose un week-end complet avec plein de prestations. Et là, je suis en train de travailler dessus pour novembre. C'est extra, ça va être super, vraiment. Et là, je vais me lâcher, je vais faire des mix de niveaux différents, je vais montrer des choses que je n'ai encore jamais montrées, même en télé. Oui, ça va être, voilà, et je vais me diriger vers ces week-ends immersifs parce que à terme, je pense que les cours, je ne prendrai plus de nouvelles personnes et je me développe vraiment sur les week-ends immersifs où là, et ce que j'aime, c'est qu'il y ait peu de monde, 14 personnes, pas plus. Et là, je veux moi, être proche des gens. Je veux pas le brassage où il y a 50, 100 personnes, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ça reste à échelle humaine. Je veux avoir le temps de parler avec tout le monde, qu'on me pose des questions, je donne et donc cette week-end formule, week-end immersif, c'est vraiment mon futur là, et c'est vraiment ce vers quoi je tends. Voilà. Super, ça donne très envie. En tous les cas, effectivement, je comprends que ce soit en groupe, en petit groupe, parce que sinon ça Absolument. perd de Ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens, Non, effectivement, non. effectivement. Je vous laisse nous lire les messages de Ah, Marie-Madeleine. alors, je vais vous lire un premier message. Alors évidemment, j'ai dû couper parce qu'ils sont très longs, hein. Il y en a qui font 5 pages, hein. Donc j'ai pris des extraits. Alors voici le premier message. Ça, c'est un extrait. Le temps revient. Un peu de patience. Et vous allez vous retrouver. Vous n'êtes pas seul. Je mettrai de la lumière dans vos émotions confuses. Je mettrai de l'espoir dans vos cœurs désolés. Je mettrai du courage dans vos moments d'errance. Je mettrai l'amour dans vos instants de doute. Je mettrai la foi dans le choix de vos décisions. Je mettrai le sacré au centre de votre vie, afin de vous ouvrir à une autre dimension. Agenouillez-vous, mais ne tombez pas. Baissez la tête, mais pas le regard. Pleurez,
plutôt que de trahir. Émerveillez-vous plutôt que de juger. Prenez une décision plutôt que d'entretenir de vaines paroles. Engagez-vous plutôt que d'hésiter. Et surtout, sachez qu'une des armes essentielles est la fidélité que vous donnerez sans compromis aucun à une personne, à une idée et pour vous-même. C'est une des règles. Discipline, engagement, fidélité, tempérance, courage, force et foi. Les jardins sont des lieux de méditation. Ils sont votre temple intérieur, dans lequel vous pourrez vous recueillir. L'oiseau messager viendra vous chanter une douce mélopée. L'oiseau couronné viendra vous guider. Poursuivez le chemin, ne vous découragez pas. Le temps revient. Le vent doux caresse votre âme, telle une invitation à vous ouvrir au merveilleux. Vous recevrez puisque votre cœur est bon, puisque votre âme est prête, puisque c'est le moment. Merci beaucoup Je vous lis et le deuxième message. merci déjà pour celui-ci qui, je trouve, va faire du bien Oui, à beaucoup en ces oui, temps délicats, perturbés, oui, agités. absolument. Le deuxième message. Nos âmes ont voyagé au-delà du temps, parcourant chemins escarpés et montagnes enneigées. Nos âmes ont porté la parole par-delà la pluie, la tempête et l'orage. Nos âmes ont souffert de tant de mensonges, de misère et de violence. Nos âmes pénitentes, c'est de cela qu'il faut réfléchir, travailler. Nos âmes ont besoin d'avancer, de progresser, de retrouver leur dimension personnelle. Nos âmes se sont cachées afin de s'extraire de la confusion humaine. Nos âmes ont médité sur chacun de nos actes et de nos pensées. Nos actions sont nourries par notre être profond, l'essence même de notre substance divine. Nos âmes se sont parfois égarées afin de mieux retrouver le chemin. Nos âmes se sont converties à la douceur du vent et de cet amour qu'il transporte. À toutes les âmes meurtries, à toutes les âmes souffrantes, à toutes les âmes repentantes, à toutes les âmes en quête de connaissance, à toutes les âmes qui cherchent leur chemin, je dirais qu'il est important de vivre pleinement, de partager, d'observer, de s'élever, d'éclairer nos pensées par des prières. Le temps de la prière est un temps fort. Il élève nos âmes engourdies à un plan supérieur et lumineux. La prière vient fracturer nos cœurs afin qu'ils s'ouvrent à la bienveillance, la compassion. Soyez cette lumière dans la nuit. Soyez la voix sage et réfléchie. Faites que vos mots n'offensent pas, mais bien au contraire, qu'ils expriment ce que vous êtes, tout simplement. De l'aube à la rosée, j'ai vu la dame passer. Dans cette grotte, elle s'est retrouvée, afin de libérer ses mots et sa pensée. De mon âme à ton âme, de ce temps écoulé, alors renaîtra la dame de toute éternité. Installez-vous dans la profondeur de l'instant, méditez jusqu'à l'étourdissement. Alors la lumière jaillira, telle la puissance d'une révélation qui éveillera et bouleversera votre âme. C'est très beau. Merci beaucoup pour ce partage. Merci infiniment, Avec plaisir. Pascal. Avant de se quitter, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Mettre la paix dans le monde Mmh. et faire en sorte que ceux qui sont encore dans l'ombre puissent déchirer ce voile opaque et se dire que la lumière n'est pas très loin. Et l'obscurité peut amener à un moment donné à l'introspection qu'à la seule condition qu'il ouvre à la lumière. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre Marie-Madeleine au-delà du mythe est paru aux éditions Symbiose. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de ce moment, Avec de cette plaisir. parenthèse enchantée. Je vous remercie tous de suivre cette émission, de suivre également Douceur et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Prenez vraiment soin de vous, rayonnez l'amour comme disent mes amis les fées. Merci Pascal. À Merci très Valérie. bientôt. À très Au, bientôt. au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes.